Bonjour, bonjour à ce mercredi 8 mars 2023, Journée internationale des droits des femmes. La Journée internationale des droits des femmes et non la fête internationale des femmes. Bonjour femmes, bonjour toutes les femmes. Partout où vous vous trouvez, bonjour les hommes. Sans les femmes, les hommes ne seraient pas les femmes. Sans les femmes, les hommes ne seront pas les hommes. C'est pourquoi on dit femmes et hommes. Et moi, je tiens vraiment à la séparation des sexes. Je refuse la confusion des sexes. Je viendrai dessus. Je voudrais m'entretenir avec vous. André Régnier, bonsoir, merci d'être là. Merci de soutenir l'action des femmes. Parce qu'en cette journée internationale des droits des femmes, comme je précise bien, qui n'est pas la fête internationale des femmes. Il y a nuance et parfois il y a de la confusion. C'est une journée internationale des droits des femmes. Et c'est quoi les droits des femmes? C'est quoi la femme en elle-même? Pourquoi cette journée a été décrétée? Et en ce mercredi 8 mars, je voudrais parler des femmes oubliées de l'histoire. On parle beaucoup des héros de l'histoire, des héros de l'histoire. On ne parle pas assez ou on parle peu des héroïnes de l'histoire. Et en cette journée, je souhaiterais remettre au cœur du débat sociétal même, au cœur des débats, la place de la femme, la vraie, pas la fausse. Et je viendrai sur ce sujet si j'ai assez de temps et si je ne dépasse pas le temps que je me suis donné. Les femmes oubliées de l'histoire. Vous verrez en bas de l'écran, j'ai mis quelques figures des héroïnes de la lutte, des femmes qui ont mené des vrais combats. C'est-à-dire le combat, au moment où le combat était rude, quand on parle des indépendances, les indépendances c'était un combat rude, dur. Il fallait avoir le cœur en pierre pour monter au front, pour aller arracher cette liberté-là. Donc les indépendances, c'est la liberté. Et les femmes étaient au cœur de ces libertés. Aujourd'hui, nous sommes libres. Nous, les femmes d'aujourd'hui, nous sommes émancipées, on va dire. Nous sommes émancipés, nous sommes libres. Mais nous ne devons pas oublier que c'est l'héritage des femmes héroïnes. Nous portons, nous vivons leur héritage. Elles ont mené des combats, des luttes qui ont permis que nous soyons ces femmes libres aujourd'hui. Quand nous réclamons, moi je me réclame d'être une femme libre, engagée et indépendante. Vous aussi. Mais il y a des femmes qui ont mené ces combats-là. Pour que nous ayons cette liberté-là aujourd'hui, d'écrire, de parler, de s'exprimer, d'allumer notre écran de télévision, de dire ce qu'on a envie de dire, de penser. Penser, c'est être libre, même ne serait-ce que penser. Celui qui ne pense plus, il meurt. Celui qui ne pense plus, il est mort. Donc, pouvoir penser est la plus belle des libertés. La liberté, ce n'est pas le matériel. C'est ce que nous sommes. C'est ce que nous disons. C'est ce que nous faisons au quotidien. C'est comment nous habillons. La liberté, c'est ça. Et donc, il y a eu des femmes dans la vie de notre société qui ont mené ces combats durs et qui ont réussi ces combats-là. Et dont nous avons hérité. Et aujourd'hui, je voudrais parler un peu
quelques femmes, je parlerai pas de toutes les femmes. C'est la journée internationale des droits des femmes. Je voudrais parler de ces femmes héroïnes qui ont oublié des récits des historiens. Si c'est à dessein ou je ne sais pas, mais je n'accuse pas les historiens. Mais dans l'histoire qu'on nous raconte, on ne parle pas assez de ces femmes. On ne parle pas peu de ces, on parle pas de ces femmes d'ailleurs. On ne raconte pas l'histoire de ces femmes. Et parfois, l'histoire est instrumentalisée, manipulée, caricaturée à des fins des combats politiques. Pourtant, ces femmes ont mené des combats. Elles ont mené des luttes sociales. La liberté est une lutte sociale. Ce sont des causes et non des causes politiques. Et donc, je voudrais qu'on puisse replacer ces femmes au cœur des vraies causes et qu'elles soient des référentes. On doit se référer à ces femmes parce que nous sommes des héritières de ces femmes-là. Je vais parler ici aujourd'hui de Kimba, Vita, Donna Beatriz du côté du Congo. Je vais parler de Aline Sitoé Diatta du côté du Sénégal, Basse-Casamance, de Laïla Fatma du côté de l'Algérie, de Mbalia Kamara du côté de la Guinée-Conakry, de Zobo César Gallo Marie, appelée sur le nom de son épouse Marie Corée, qui est ma grand-mère, ma tante, ma grande-tante. Je vais parler de ces femmes-là. Je vais parler aussi de Marie Nyajiru, une activiste kenyenne. Voyez-vous, l'histoire, les écrivains, les historiens n'ont pas accordé beaucoup de place à ces femmes. On a accordé peu de place dans leurs écrits. C'est ce qu'on constate. On constate qu'elles sont presque inexistantes dans les récits des historiens. Au moment de la construction des nations, ces femmes ont été effacées de l'histoire des nations et on a choisi des figures héroïques, majoritairement des héros, c'est-à-dire des hommes qu'on a mis en avant comme des héros des luttes, des classes. Et puis ces femmes que je viens de citer ont été un peu balayées, à part Marie Curie, qui a eu cette chance, sous Félix Houphouët-Boigny, qui a eu son nom sur le biais de ces femmes avec sa photo. Donc je veux parler de ces femmes et leur histoire me touche, me passionne particulièrement. Je voudrais, je ne sais pas, comme je l'ai dit, si ces femmes ont été effacées volontairement de l'histoire de la décolonisation, parce que là, ce sont des femmes de la colonisation qui ont mené des combats, des luttes, des causes, des vraies causes pour le coup. Ce n'est pas des causes d'appartenance politique, mais c'est des causes de liberté. Et la liberté, ce n'est pas une question d'appartenance politique. Qu'on appartienne à un tel parti politique, X ou Y, on aspire tous à la liberté. Donc la liberté, elle est universelle. Tout le monde rêve de liberté. Vous voyez, je parle avec vous. Je me sens bien de m'exprimer, de parler avec vous. Ça, c'est la plus belle des libertés. Et ça, on a hérité des combats de ces femmes. Et ces femmes héroïnes africaines ont lutté pour qu'on puisse bénéficier, jouir de ces libertés aujourd'hui. Ces princesses, certaines prophétesses, d'autres citoyennes comme moi, de nombreuses femmes ont mené ces combats. Comme je l'ai cité, Aline Sitoé Diatta du côté du Sénégal 1920-1944, que les hommes appelaient à son temps la femme qui était plus qu'un homme. Parce que c'était une femme forte, une femme d'une carrure, une femme de liberté, une femme qui a épousé une vraie cause. La cause que
les populations de la Casamance, de chez elles, puissent être libres, vivre de leurs récoltes librement. Et ça, ce sont des causes sociales. Ce ne sont pas des causes politiques. Ces causes peuvent être instrumentalisées, mais ce sont des causes sociales. Les politiques peuvent instrumentaliser ces causes, mais dire que dans mon village, dans ma région, dans mon département, dans mon pays, je souhaiterais que les femmes qui cultivent la terre, qui sèment le riz, qui sèment le blé, qui sèment le sorgho, qui sèment le maïs, soient libres de manger leur propre sémence, le fruit de leur récolte, le fruit de leur sueur. Que ces femmes puissent manger correctement, décemment, n'est pas politique. C'est humain. Ça s'appelle l'humanité. Donc ces femmes avaient l'humanité en elles. Elles avaient un cœur grand. Elles étaient remplies d'humanité. Et donc elles ont épousé ces causes. C'est des causes humanitaires. Des causes sociales. Et donc, Aline Sitoé Diatta était orpheline. Sa mère est décédée tôt. Elle a été élevée par son oncle, du côté paternel. Cet oncle, par la suite, à son tour, meurt. Donc, orpheline, sans parents. Pour ceux qui connaissent ce livre, il y a un livre qu'on appelle un livre dont je trouverai la photo, je vous mettrai en page. Ce petit garçon orphelin qui était sans famille. Le titre est Sans famille. Je vous invite à lire le livre Sans famille. Et donc, Aline Sitoé Diatta était sans famille. Sa mère est morte très jeune, elle est orpheline. Son oncle paternel qui l'élève, il décède dans une nation, dans des États ou dans des contrées, dans des zones où on était encore sous l'esclavage. Elle est sans famille. Et donc, Aline part vivre à Ziguinchor. Ziguinchor ou Ziguinchor, comme on peut l'appeler, où elle travaillait comme docker. Docker. Une femme docker. Imaginez-vous, une femme docker. Docker, ceux qui soulèvent les poids, les sacs. Mais Aline, je vous parle de 1920, 1944, était femme docker. Pour vivre, pour survivre. Elle a trouvé ce travail. Par la suite, elle est montée sur Dakar, où elle a travaillé comme domestique. Et Aline a vu dans son village, Basse-Casamance, que les populations étaient malheureuses, souffraient, sous la pression. Ils étaient des sous-hommes. Tout ce qu'ils cultivaient n'était pas à eux. Ils ne pouvaient pas vivre décemment de leur récolte. Donc, on était sous la colonisation. Aline entend des voix. Tu lui dis, Aline Sitoé, tu dois aller libérer. C'est toi qui vas aller libérer le Sénégal. Tu vas aller libérer le Sénégal. Puis je dis, oh, ces voix qui me parlent. Est-ce que ces voix-là, elle sous-estime ses voix d'abord. Elle ignore ses voix. Quelques jours plus tard, elle est paralysée. 4 jours après, où elle dit, les voix lui parlent pour dire, va libérer ton peuple. Elle tombe, elle est paralysée 4 jours après. Et c'est quand elle est repartie en Casamance en 1942 que la paralysie disparaît. La paralysie disparaît, mais elle boite quand même un peu. Elle marche, mais elle boite quand même un peu. Il y a des séquelles. Des séquelles, elle boite un peu. Et Aline fut arrêtée le 8 mai 1943, en même temps que son mari. J'appuie là-dessus, en même temps que son mari. Cette femme brave, forte, cette femme déterminée, engagée, libre, elle avait un mari à ses côtés. Elle fut arrêtée en même temps que son mari. Elle fut transférée dans la prison au Sénégal, ensuite en Gambie, dans une prison de la Gambie, puis à Tombouctou au Mali, où elle décède finalement.
en mai 1944 à l'INT7. J'ai insisté sur le volet mari parce que quand j'ai commencé mes propos, j'ai dit, sans l'homme, la femme, sans le regard de l'homme, la femme n'a pas cette force, cette élégance, cette fierté. Et sans le regard de la femme, l'homme n'a pas cette fierté, ce regard. Il n'a pas cette force qui fait de lui l'homme fort, il n'a pas. Et donc, nous sommes complémentaires. Je suis pour la séparation des sexes, mais nous sommes complémentaires et que nous devons nous respecter mutuellement. C'est pour ça que j'ai commencé mes propos par la femme a besoin de l'homme, l'homme a besoin de la femme. Et que moi, je suis sûre et j'insiste, je persiste, que nous n'avons pas les mêmes sexes. Je viendrai là-dessus. Parce qu'on parle de la journée internationale des droits des femmes. Je vais parler aussi de Laïla Fatima Zoumer, Algérie, 1830-1863. Une jeune femme éduquée, elle avait 20 ans. D'une famille lettrée, donc elle a une éducation, elle a une culture. En 1830, 1863, on parle de jeune femme lettrée. Une jeune femme d'une famille lettrée. Une jeune femme éduquée. C'est quoi une jeune femme éduquée? Voyez, ce sont des sujets qui sont importants. Une jeune femme éduquée, c'est une jeune femme qui sait se tenir, qui a un langage approprié. C'est une jeune femme qui n'est pas vulgaire. C'est une jeune femme qui n'est pas extravagante. C'est une jeune femme qui est élégante. Parce que aujourd'hui, on confond l'élégance et la vulgarité. On pense que être vulgaire, dénudé, c'est synonyme d'élégance. Non, je vous parle de 1830, 1863. On parle de Lala Fatima, algérienne, une jeune femme éduquée, des familles lettrées. Donc l'éducation, c'est un ensemble de tout. Malheureusement, l'éducation disparaît. Laïla meurt en prison, elle aussi, à l'âge de 33 ans. Elle a mené des combats en Algérie pour cette liberté, pour lutter contre le travail forcé des femmes. Elle meurt à l'âge de 33 ans. Je vais parler de Saraounia Mangou, du côté du Niger, je pense au 18e, 19e siècle, fin 18e, 19e siècle. Saraounia signifie reine en langue haoussa. Reine. Elle a été chef politique et religieuse, président depuis Lunga, la capitale aux destinées du royaume Azna, dans le sud-ouest du Niger. C'était une femme qui a mené des combats de libération, d'émancipation, de liberté. Et ça, je vous parle du fin 18e siècle, début 19e siècle. Pour vous dire, des femmes ont existé et devraient exister dans les récits des historiens comme des héroïnes. Ces femmes ont été volontairement oubliées dans les écrits. C'est pour ça que je vais parler de ces femmes aujourd'hui, en ce 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Je voudrais parler d'elles. Kimba Vitadona Béatrice, Congo, 1684, 2 juillet 1706. Jeune fille issue de la noblesse. Elle est issue de la noblesse. Quand on dit les nobles, on sait ce que c'est que noble. Elle est issue de la noblesse. Donna Béatrice tombe malade en 1704 et prétend être possédée par l'esprit de Saint Antoine. Dans ce début du XVIIIe siècle, le royaume du Congo, merci Jeannette, merci à toi, je t'embrasse, merci. En ce début du XVIIIe siècle, le royaume du Congo, donc le Congo s'écrivait K. K comme kaki, comme le fruit kaki. ONG comme Georges.
O comme Olga. Donc, Congo était divisé. Le royaume du Congo, ce Congo, c'était l'Angola, les deux Congos, Brazza comme RDC. Donc, c'était un royaume. Et le royaume était divisé par des guerres civiles. Je vous parle de 1684. Son ancienne capitale, l'ancienne capitale du Congo, du royaume, était Sao Salvador, qui a été abandonné avec l'arrivée des Portugais et qui ont donné Congo en 1480, Congo en 1982. Donc, à l'arrivée des Portugais, Sao Salvador a été abandonné. Dona Beatriz appelle à la reconstruction du royaume, le royaume Congo, et à l'émancipation du peuple du Congo face aux colons portugais. Quand les Portugais sont arrivés en 1482, Béa, qui est d'une noblesse, Dona Béatrice, donc Kimba Vita, qui est d'une noblesse, appelle déjà à l'émancipation du peuple. Nous sommes en 2023. Je vous parle du XVIIIe siècle. Nous sommes en 2023. Et là, je vous parle du XVIIIe siècle, du début du XVIIIe siècle. Une femme déjà appelée à l'émancipation du peuple. Ça veut dire dans l'histoire du monde, de l'humanité, la femme est au cœur. La femme a façonné. La femme est au cœur de l'histoire de l'humanité. Mais malheureusement, l'histoire a oublié ces femmes dans les écrits. Et face aux colons portugais, elle lance une guérilla politico-religieuse en 1706. Elle est capturée par le roi Pedro II et brûlée comme hérétique sur ordre des moines capucins. Kimba Vita, Dona Béatrice, issue de la noblesse du royaume Congo, a été capturée sous ordre du roi Pedro II et a été brûlée vivante, comme Jeanne d'Arc. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Jeanne d'Arc en France, Jeanne d'Arc, guerre France-Angleterre, Jeanne d'Arc fut brûlée. Voyez comment l'histoire est similaire. Voyez comment l'histoire est similaire. Kimba Vita dit être possédé par l'esprit de Saint-Antoine pour émanciper, pour reconstruire le Congo qui est divisé, c'est-à-dire le royaume Congo qui est divisé par des guerres civiles, et à l'émancipation de son peuple, pour que son peuple soit libre. Elle est capturée sur ordre du roi Pedro, donc le roi portugais. Elle est brûlée. Elle est brûlée. Brûlée comme Jeanne d'Arc. Mais Jeanne d'Arc en France entendait des voix. La guerre entre la France et le royaume et l'Angleterre et les Anglais a duré plus de 100 ans. Et c'est Jeanne d'Arc qui a libéré la France des Anglais. Mais Jeanne d'Arc fut brûlée. Elle fut brûlée. Et donc, l'histoire de Kimba Vita, chaque fois que je lis son histoire, je refais son histoire à l'histoire de Jeanne d'Arc. Et je me dis, mais pourquoi l'histoire se ressemble tant? Pourquoi les deux figures ont une même histoire? C'est pas ça l'ordre de cet entretien avec vous, mais je veux parler de ces femmes héroïnes dans l'histoire de nos libertés. Parce que grâce à ces femmes, aujourd'hui, nous sommes libres. Même si on pense qu'on n'est pas suffisamment libre. Heureusement qu'il y a des limites, mais nous sommes libres. Et nous pouvons nous en réjouir, parce que c'est qu'elles ont vécu. On ne pourrait même pas vivre un tiers de ce qu'elles ont vécu.
Et ce qu'elles ont donné, on n'est même pas capable de donner 1/1000 de ce qu'elles ont donné. Et donc nous pouvons nous en réjouir de cette liberté que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui même au Congo, dans plusieurs peuples du Congo, RDC, Congo-Brazza et encore Angola, Kimba Vita reste dans l'histoire de ces peuples, notamment dans certaines religions locales, comme le Kimbanguiste. Quand vous entendez certains Congolais parler de je suis Kimbanguiste, c'est lié à l'histoire de Kimba Vita, Dona Beatrice. C'est lié à son histoire. Je vais parler aussi de Mbalia Camara, du côté de la Guinée, qu'on a créé 1829, 18 février 1955. Excusez-moi un instant, je vais dénoncer à mon gosse. C'est toujours là, vous allez voir le rôle de la femme. On est femme et mère à la fois. Je peux vous dire que c'est vrai, c'est magnifique, mais c'est extraordinaire. C'est pas facile, c'est un travail à plein temps. C'est ça la différence. C'est pour ça que je dis, moi je crois à la différence des sexes. Mais je pense que respecter la différence nous permet de vivre dans un monde équitable et juste. Je reviendrai dessus. Mon fils il a déjà pris le quart. Puis je m'en reviens. Un instant, s'il vous plaît. Donc voilà. Je pense qu'il a pris son... Ça ne va pas tarder à arriver. Et donc, j'étais sur Mbalia Camara du côté de la Guinée. Mbalia Camara, 1929, 18 février 1955, elle a accouché d'un enfant mort-né le 11 février, avant de mourir à son tour elle-même, une semaine après son accouchement. Et sa mort tragique, elle c'était une femme engagée politiquement pour les indépendances de la Guinée, et sa mort tragique a créé une vague d'émotions à son enterrement. Il y a eu plus de 10 000 dans le pays, hein, il y a eu plus de 10 000 personnes qui ont assisté à son enterrement, et son décès, la vague d'émotions que ça a créé. Elle accouche un enfant mort-né, et elle-même une semaine après elle meurt. Aujourd'hui, avec l'évolution, on pourrait parler d'hémorragie après l'accouchement. Mais bon, c'est pas ça l'ordre de cet entretien avec vous. Et son décès a renforcé le mouvement en faveur des indépendances. Donc, elle a contribué à l'indépendance de la Guinée. Elle était comme un sacrifice, en quelque sorte. Et donc, ça a contribué à un mouvement fort et qui a participé aux indépendances de la Guinée. Et je vais parler de Zobo César Gallo Marie, comme sous le nom de Marie Corée, qui est née en 1912 et qui est décédée en 1953, originaire du village de Bon, elle est des Dalois, tout le monde le sait, je vais parler plus loin. Elle est une femme qui a fait partie de ces femmes qui ont participé à la libération de leurs hommes à Bassam, et ensuite qui a obtenu les indépendances auprès de Félix Houphouët-Boigny, le premier père de la nation ivoirienne. Marie Gallo part en Basse-Côte d'Ivoire, où elle rencontre son premier mari était un Français. Elle a épousé un Français, mais ce mariage a été de courte durée parce que son engagement de femme libre et indépendante, femme engagée pour des causes, ne plaisait pas à son mari, le Français. Le Français ne plaisait pas à son mari. Son mari a demandé le divorce. Et ensuite, c'est à cause de son engagement, il a demandé le divorce. Et donc, elle a accepté de divorcer parce qu'elle voulait cette femme libre. Elle a épousé un engagement, elle avait un engagement qui était fort pour elle. Et elle ne voulait pas que... elle a épousé un homme, certes,
il y avait une différence. Elle a accepté cette différence. Elle ne voulait pas que l'homme lui impose à son tour sa différence à lui. Elle voulait cette liberté tout en se respectant pour que le respect soit mutuel. Et donc, elle a divorcé de son premier mari. Et c'est là par la suite qu'elle a épousé, où elle est revenue sur Abidjan, à Trècheville. Pour ceux qui connaissent son histoire, elle avait un maquis à Trècheville, un restaurant où elle faisait de la locodrome, où toutes les classes sociales venaient manger. Et c'est là qu'elle a formé vraiment son mouvement de femmes indépendantes. Elle embauchait des femmes. Elle embauchait des femmes pour que les femmes soient indépendantes financièrement et que ce soient des femmes. Parce que l'indépendance n'est pas l'indépendance à s'opposer à un homme. Et donc, je vais revenir sur ça parce qu'il y a une confusion qui est faite parfois. Souvent, je reçois des messages de certaines personnes qui me disent, mais Bouza, tu es une femme, tu as un fort caractère, tu es une femme Dieu. Est-ce que tu penses que ton mari, il est heureux? Et donc, souvent, ça me fait rire, j'éclate de rire. C'est pour ça que j'ai pris le cas. J'ai parlé de la femme Aline du côté du Sénégal, la Casamance, dit, elle a été arrêtée par son mari. Une femme a besoin du regard de l'homme pour être ce qu'elle est. L'homme a besoin du regard de la femme pour être ce qu'il est, pour être l'homme fort qu'il est. Et donc, cette force, on la retrouve, c'est l'autre qui nous aide à l'avoir. Et donc, ça, c'est un autre débat, je ne vais pas en parler, ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Et donc, pour vous dire que Marie Corée, c'est dans ces mouvements d'engagement qu'elle a rencontré son époux, qui s'appelait René Séri Corée, d'où son nom Marie Corée. Sinon, de son vrai nom, c'est Zobo César Gallo Marie. Mes amis, je vais vous parler de l'activiste. Et ben voilà, c'est mon fils. Désolé, un instant, je me permets. Marie. Hey, mon petit. Ah, t'as pas tes clés? Bah oui. Oh là là. Fais ma presse, s'il te plaît. Désolé. Voilà. Ça y est? Oui. Non, je pense qu'on ne te voit pas. Je me mets là, on ne te voit pas. Baisse ta tête, on ne te voit pas du tout. Et donc, mes amis, je voulais vous parler aussi je voulais vous parler de Marie Nyajiru, une activiste kenyenne. Une activiste kenyenne qui a un destin tragique. Elle a un destin tragique des femmes. Voulant fuir ce destin tragique dans les terres pendant la colonisation britannique, donc le Kenya était sous colonisation britannique, elle décide d'aller à Nairobi, la ville où tout est possible. Dans la capitale, le sort des femmes n'est pas le même que dans les terres. Parce que dans les terres, les femmes étaient obligées, forcées à faire le travail forcé comme les hommes. Et dans la capitale, tout est possible. Il y avait la débauche, l'alcool, la prostitution, il y avait tout. Parce que les colons qui étaient dans la ville avaient besoin de toutes ces choses-là pour continuer à vivre. Bref. Et là-bas, donc, il n'y avait pas de travail forcé. Forcément, puisqu'il y avait la prostitution. Et il fallait se prostituer pour vivre dignement. Et à condition de respecter le colon. C'était ça. Et cet activiste se retrouve à Pangani, le quartier réservé aux Noirs. C'est-à-dire à Nairobi, c'est ça. Et il y a un quartier qui est réservé aux Noirs, puis il y a un quartier qui est réservé aux Britanniques, aux Anglais. Aux Anglais. Les femmes y vendent leur corps, donc je parlais de prostitution, donc elles vendent leur corps. Quand ils veulent aller se satisfaire, ils travaillent, ils vont dans le quartier là-bas, il faut se faire, ils retournent là-bas dans leur vie de famille. Bref, elles brassent de la bière, donc alcool, dans la prostitution, drogue, tout ce que vous voulez, tout y est. Donc, la femme, Marie Nyajiru, qui observe tout ça, qui fuit le travail forcé, qui dit, mais moi, je ne peux pas le travail forcé, et qui arrive dans la capitale et qui voit que ses sœurs sont livrées à de la prostitution. Ce n'est pas du travail forcé. Tu choisis d'aller vivre cette vie.
La vie facile. La vie facile. Le rêve facile. Le rêve facile, la vie facile. Et donc, la facilité. Ce qu'on voit aujourd'hui, de nos jours, partout. Et donc, on se dit, mais pourquoi ne pas inventer une société? Pourquoi, si c'est une forme d'indépendance, pourquoi ne pas inventer une société où financièrement on sera libre, où les femmes vont imposer aussi quand même leurs propres lois? Et donc, elle commence à organiser des mouvements pour contrôler tout ça. Et ça ne plaît pas forcément aux hommes, même aux hommes de son propre camp, bref, aussi aux hommes colons. Donc, vous voyez, et Marie Niadjirou, qui est connue pour diriger des manifestations de masse où elle est suivie, ainsi de suite, où elle est suivie. Et puis, le chef Kikuyu est arrêté, qui était un anticolonialiste, hein, chrétien. Il est chrétien, anticolonialiste, il est arrêté. Il est arrêté. Et lui, il s'opposait au travail forcé des femmes. Il dit non, les femmes ne doivent pas travailler. Elles ne doivent pas faire ce boulot pénible, attacher les femmes comme ça pour travailler. Non, il s'opposait. Donc, il fut arrêté et emprisonné. Et Marie et les femmes des Pangani vont rejoindre les manifestations pour dire, on va aller à Nairobi pour aller libérer notre chef des tribus. On va aller libérer notre chef des terres. Et puis, pour la première fois dans la capitale, elles vont affronter les colons pour pouvoir libérer Kikuyu, qui est toujours en prison. Et là, quand elle arrive devant les Britanniques qui répriment cette manifestation des femmes, parce que c'était des femmes, elle se déshabille. Elle se met nue. Et puis elle prend ses vêtements et les jette sur les colons. Elle dit, prenez. Elle dit, prenez ma robe. Donnez-moi vos pantalons. Parce que vous êtes des hommes lâches. Le droit des femmes, c'est un combat de longue haleine. Prenez ma robe. Donnez-moi votre pantalon. Vous, les hommes, vous êtes lâches. Qu'est-ce que vous attendez? Notre chef. C'est qu'elle va motiver même encore elle-même les hommes. C'est que les hommes, je dis que les hommes de sa tribu là, aussi étaient là comme ça. Allons-y libérer le chef. Donc, pour vous dire, dans l'histoire, pour terminer son histoire, le 16 mars 1922, elle se fait tuer par les colons qui tirent sur les manifestants. À ce moment-là, les Britanniques pensaient avoir étouffé les manifestations, mais bien au contraire, le nom de Marie Niadjirou est évoqué par les résistants et à chaque veillée, son nom est évoqué. Voyez-vous, il y a les chouquettes là-bas. Voyez-vous pourquoi j'ai évoqué ces noms de femmes héroïnes africaines? J'ai évoqué ces noms parce que parfois, des politiciens véreux instrumentalisent le nom de ces héroïnes à des fins, à l'appel à des déstabilisations de leur propre État africain. Je reprends. Parfois, très souvent, ces femmes que j'ai citées, c'était Africains eux-mêmes, surtout des hommes. Des hommes qui ne reconnaissent pas la place de ces femmes héroïnes dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de l'Afrique, instrumentalisent le nom de ces femmes pour lancer des appels comme ça à des déstabilisations à des États africains. Pour dire, il faut être Marie Corée,
Il faut être Kimba Vita. Il faut être Mbala Kamara. Il faut être Aline Sitoé Diata. Il faut être Laila Fatma. Sans même comprendre ce qu'elles ont été. Sans même comprendre ce qu'elles ont été. Mes amis, mes sœurs africaines. Mes sœurs africaines. Aline Sitoé, Laila Fatma, Sourainia Mangou, Kimba Vita, Mbalia Kamara, Marie Corée, Marie Niajirou n'ont pas mené une lutte pour déstabiliser leur nation. Non. Elles n'ont pas mené des luttes pour brûler leur nation. Non. Aujourd'hui, nous assistons à des fils de ce continent, à certaines filles qui sont carrément hors histoire, qui n'ont pas compris l'histoire de ces luttes, qui appellent à brûler leur propre continent. Parce qu'un tel est au pouvoir, je ne l'aime pas. Parce qu'un tel est au pouvoir, je ne l'aime pas. Parce qu'un tel est au pouvoir, je ne l'aime pas. Alors allons brûler. Ces femmes ne l'ont pas dit, malgré qu'elles étaient sur la colonisation, malgré que même dans leur propre camp, des gens, comme je vous prends le cas de Marie, de l'activiste kenyenne, de Marie Niajirou, malgré que des hommes de sa tribu étaient lâches, comme il le disait, elle n'a pas appelé à brûler sa tribu, ni appelé à brûler son pays. Elle dit non, je veux l'émancipation. Donc, en cette journée internationale des droits des femmes, j'ai tenu à rendre hommage à ces femmes héroïnes africaines. Il y en a aussi des femmes héroïnes du côté de l'Inde, des femmes héroïnes françaises. J'ai parlé tout à l'heure de Jeanne d'Arc, dont l'histoire ressemble à celle de Kimba Vita, du côté du royaume du Congo. Donc, il y a des femmes héroïnes du côté des États-Unis, dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire même du monde, il y a des femmes héroïnes. Et ces femmes doivent être nos référentes. On doit se référer à elles pour dire, mais moi aujourd'hui, dans ce monde que je vois aujourd'hui, quel combat social je peux épouser? Parce que le combat doit être humanitaire. Ces femmes ont mené des combats pour les droits de l'homme. Les droits de l'homme, ce n'est pas le droit des partis politiques, ni d'une idéologie politique. C'est la liberté de l'homme. C'est la dignité humaine. C'est ça les droits de l'homme. Ces femmes ont mené un combat pour la dignité humaine. Et non pour une idéologie politique. Et aujourd'hui, je voudrais parler de la place de la femme d'aujourd'hui, celle que nous devons être, celle que nous sommes. C'est quoi la femme? La femme, c'est quoi? C'est quoi une femme? Je vois, c'est pour ça que je prie. Je dis, regardez, au fin du 18e siècle, début du 19e siècle, même début du 18e siècle, la femme dit l'émancipation de la femme. C'est quoi la femme? Mais quand on prend Aline Sitoé du côté du Sénégal, Aline qui était une femme brave, forte, elle avait un homme, elle avait son mari. Donc, ce n'était pas une femme qui méprisait les hommes. C'est sur ça que je veux rebondir avec vous. Parce que souvent quand je parle de la femme libre, de la femme audacieuse, de la femme citoyenne, de la femme engagée, il y a des questions qui me reviennent, les gens font une confusion. Moi, je respecte la différence des sexes.
Parce que pour moi, il y a un homme, il y a une femme. L'homme et la femme n'ont pas le même sexe. Non. Je ne fais pas partie de cette idéologie qui pense que l'homme et la femme ont le même sexe. Non. Ou qui pense que on est homme, on est être humain, on est homme avec grand H et on devient femme quand on veut, on devient homme quand on veut. Non, je ne fais pas partie de cette idéologie. C'est pourquoi je veux qu'on puisse, en cette journée, on puisse mettre le vrai combat. Parce qu'il y a des héroïnes qui ont mené des combats rudes pour notre émancipation, pour le droit des femmes au prix de leur vie. Nous ne pouvons pas balayer tout ce travail, tout ce combat d'un revers de la main au nom d'une idéologie quelconque. J'en discutais avec des amis et j'en parlais. Avant même le 8 mars, je dis, toi tu es un homme, tu me regardes. Moi je suis une femme, je te lis. Penses-tu que la femme et l'homme, ils ont le même sexe? Non. Non. Mais le droit des femmes, c'est permettre à la femme de vivre dignement. C'est permettre à la femme de pouvoir travailler comme les hommes. Parce qu'à l'époque, les femmes ne travaillaient pas. Elles étaient interdites de travailler. Elles devaient rester à la maison pour s'occuper de la maison. Elle était destinée à un homme. La femme, c'est-à-dire, c'était comme l'objet. Tu nais, tu es une femme. Ben, tu t'assois, tu attends, tu apprends à cuisiner, à tresser, à coudre, à mettre les boutons. Tu t'assois à ce que jusqu'à ce qu'un homme vienne te dire, ouais, c'est ça là que je veux. Même si tu l'as choisi ou pas, on dit, c'est celle-là que moi je veux. On dit, ah, il dit, c'est toi, il veut. Hein. Souvent, mais on donne caillou. On lance, si ça tombe sur une fille, on dit, c'est toi que le caillou a touché, tu t'en vas le marier. Et donc, il y a eu un combat pour qu'on puisse arriver à cette liberté de choisir. Et donc, je vais dire que la liberté est une chance. Les années sont passées, ils ont eu leur période. Nous avons notre période. Mais dans cette période-là, nous devons encadrer les valeurs qui permettent à cette femme d'être la femme. Nous devons valoriser ces valeurs qui permettent, les valeurs qui permettent à la femme d'être la femme. Nous devons valoriser ça et nous ne devons pas bannir d'un revers de la main tout le combat que nos aînés, les femmes ont mené au prix de leur vie pour arriver aujourd'hui à ça. Balayer d'un revers de la main, dit non, on va effacer. Il n'y a pas homme, il n'y a pas femme, tout le monde est genre. Je tiens à le préciser avant de continuer, mes chers amis, très sincèrement, je n'ai absolument rien contre l'orientation sexuelle des uns et des autres. Voilà. Je tiens vraiment à le préciser. Je tiens à le préciser. Je n'ai absolument rien contre l'orientation sexuelle des uns et des autres. Je dis, je suis pour la différence. Je respecte la différence des sexes. Parce que moi, je suis une femme. Je ne souhaiterais pas qu'on m'appelle un homme. Je suis désolée. Je suis une femme. Je suis une mère. Je veux que mon fils m'appelle maman et non papa. Ah non, 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 non. Je suis maman. Et donc, je suis pour le respect. Parce que c'est ce qui me permet d'être femme. On a eu des combats. On dit le droit de la femme. Quels sont mes droits? Si aujourd'hui on dit non, bon, c'est fini. On ne doit plus t'appeler maman. L'enfant n'a qu'à t'appeler comme il veut. Si le jour qu'il décide t'appelle papa. Le jour qu'il décide t'appelle maman. Bon, tout le combat qu'on a mené là, il a servi à quoi? Ça a dit que les gens, on a mené un combat pour rien. Aujourd'hui, on parle de journée internationale des droits de la femme. Mais est-ce que dans cette journée internationale des droits de la femme, on peut repositionner le rôle de la mère? Est-ce qu'on est femme sans être mère? Ou on est mère, on n'est pas une femme? Voilà des sujets dont on devait se saisir. Et qu'on doit mettre au cœur de cette journée. Parce que nos sociétés sont en train de s'écrouler. C'est pour ça que j'ai pris le combat de ces femmes héroïnes dans l'histoire où elles étaient sous la colonisation. Malgré la pression de la colonisation, elles ont réussi à faire passer leur voix. Elles ont réussi à penser, à réfléchir et à être libres de dire.
Le combat, là, il continue. La liberté, c'est pas un acquis. Le combat, là, il continue. On parle de la journée internationale des droits de la femme. Quelle est la femme d'aujourd'hui, dans nos sociétés d'aujourd'hui? On a une confusion totale. On ne sait plus qui est la femme, qui est l'homme. Donc, ça veut dire, dans les années à venir, la journée internationale des droits des femmes, elle va disparaître. Puisque la femme n'existe plus. Enfin, qu'elle ne devait plus exister. Donc, faisons attention. Surtout pour le continent africain. Nos nations sont fragiles. Faisons très attention à préserver le rôle de la femme. La place de la femme et la place de la mère dans ces sociétés qui sont en pleine mutation. Ces sociétés qui sont en pleine mutation. Comme je disais, j'en parlais avec des amis il y a quelques jours. Puis je dis, mais la journée internationale des droits de la femme, on arrive à une société où aujourd'hui, on dit non, on ne naît pas femme, on ne naît pas homme. Qu'on devient que c'est la société qui formate les gens. Scientifiquement, on est homme, on est femme. Scientifiquement, on est homme, on est femme. Donc, on ne peut pas arriver à mettre dans l'esprit de nos enfants, de petits enfants, des enfants qu'on doit éduquer, que on ne naît pas femme, on ne naît pas homme. Mais on est quoi? On est chose, on est machin, on est bitume, on est quoi? Les exemples même sont tellement scientifiques, même sont tellement banals. Bon. Maman me dit, pourquoi la femme, on dit à l'âge de la puberté, la femme commence à pousser les seins. Et que le jeune garçon commence à avoir la barbe, à la voix qui mue. Pensez-vous qu'on est femme, on est homme, ou on n'est pas femme, on n'est pas homme? La nature, c'est tellement naturel qu'on ne peut pas se permettre de déformer la nature. Donc, je suis pour la séparation des sexes. Quand je parle le respect des différences. Parce que c'est la différence là qui fait qu'on va vivre dans un monde égalitaire. La différence nous permet de se respecter mutuellement. De ne pas être des robots ni des zombies qui marchent comme ça. On se ressemble, on s'habille pareil, on parle pareil, on fait pareil. Non. La différence nous permet de construire un monde meilleur, un monde équitable. Il faut équilibrer le monde. C'est la différence qui nous permet d'équilibrer les choses. Maintenant, si on dit qu'il faut effacer la différence, donc on est inexistant. Et moi, je tiens à mon droit des femmes. Et je ne veux pas qu'on puisse confondre le droit des femmes à autre chose. Moi, je suis pour les droits des femmes. Et je suis pour les droits de l'homme. Voyez-vous, la société d'aujourd'hui, comme je dis, attention, la société d'aujourd'hui, on dit, un enfant de 7 ans qui ne se sent pas dans la peau de ce qu'il est, il peut changer de sexe. Je donne un exemple. Un enfant de 7 ans peut changer de sexe. Un enfant, c'est un enfant, il a 7 ans. Tu lui donnes aujourd'hui, il te dit, il veut ce bonbon-là. Tu vas acheter ce bonbon-là. Tu vas déposer, il dit, bon, comme c'est ce bonbon-là, il aime, je vais payer. Une autre fois, tu t'en vas encore, il dit, il ne veut plus de ce bonbon-là, il veut un autre bonbon. Tu dis, ah, tu m'as dit que c'est ça que tu voulais, non? Il dit, il ne veut plus, il veut un autre bonbon. Ça, c'est un enfant de 7 ans. L'enfant de 7 ans, c'est un enfant qui est en train de se chercher une personnalité, il est perdu. Donc, il cherche à se construire à partir de... Il a le temps de se construire, de choisir sa personnalité. Cet enfant, où tout est mélangé dans sa tête, qui te dit une chose aujourd'hui et le contraire demain. Il va te dire, oui, mes parents, moi j'ai envie de changer de sexe. Je ne me sens pas dans la peau dans laquelle je suis, il faut que je change de sexe. Tu dis, ah, comme la loi dit que mon enfant peut changer de sexe, ton enfant devient une poupée, finalement, tu t'en vas, il change de sexe. À 9 ans, 10 ans, l'enfant, il change de personnalité. Hein. Faut regarder. Quand vous regardez l'évolution des enfants, c'est par étapes. Hein. Il y a des âges. Il change encore des paroles. Parce que c'est un enfant. Ce n'est pas un adulte, c'est un enfant. L'enfant te dit, bon, là,
Ouais, tu sais, maman, papa, j'avais changé, j'étais un garçon, là maintenant je vais devenir jeune fille. Ah, mon enfant, tu es une femme. Tu dis qu'à 7 ans, on n'a qu'à changer, on a changé. Maintenant, tu as 10 ans encore, tu veux changer. Ah, comme tu veux changer, on va aller, tu vas changer. On amène l'enfant, il se change encore. Entre 10 ans et 14 ans, l'enfant a une autre personnalité. Entre 14 ans et 18 ans, il a encore une autre personnalité. Donc, l'enfant là, entre maintenant les 14 et 18 ans, il veut changer encore. Il veut encore un autre corps. On va où est ça? Il n'a pas fini la transformation. On est dans des films Transformers, Star Wars. Il n'a pas fini la transformation. L'enfant là va partir encore, il change. Il dit, je vais changer encore. Ok, d'accord, bah écoute, tu veux changer. On va aller, il va changer. Il change encore. À 25 ans, il veut vivre d'autres expériences. Donc, il va aller changer encore. On y va encore, il change encore. Chaque 5 ans, il a une expérience à vivre. Il change encore. Quel monde de demain? Où est la place de la femme dans ce monde-là? En cette journée internationale des droits des femmes, moi, j'avais voulu qu'on puisse poser au cœur de cette journée ces questions-là, qu'on puisse les traiter dès maintenant. Il ne faut pas fuir ces questions. Ce sont des questions, c'est important pour demain. Parce que hier, il y a eu ces femmes que je vous ai citées qui ont mené des luttes. Pourquoi aujourd'hui nous serons là? Si aujourd'hui, ces luttes nobles, ces femmes, sont pas, on ne se réfère pas à ces luttes, on les a oubliées. D'accord? Et que nous-mêmes, on ne pense pas à l'avenir, on ne pense pas à demain pour dire, mais dans quelle société nos enfants vont? Moi, souvent, je m'assois, j'ai peur. Je me dis, mais d'ici 2050, mais nos enfants vont devenir quoi? J'ai peur. Nos petits-enfants seront quoi? J'ai peur. Je me dis, mais je peux vous raconter une histoire. Un jour, je suis devant la télévision. Et puis, il y a eu un documentaire qui est passé, suivi d'un débat. Et il y a une femme qui travaille à la banque, qui a une situation financière très confortable. Elle dit, elle ne veut pas d'enfant. J'étais assise là. Je dis, ah, mais la femme, pourquoi elle ne veut pas d'enfant? Elle a tout ce qu'il faut. Une grande maison, une vie confortable. Elle a tout réussi. Elle ne veut pas d'enfant. Et la femme me dit, j'ai peur de l'avenir. Je ne sais pas ce que cet enfant va devenir demain. Et donc, comme j'ai peur, je ne veux pas en avoir. Je n'avais pas compris ce qu'elle disait. Mais quand je regarde ce monde d'aujourd'hui, où les femmes, tu vois, les jeunes filles, il n'y a plus d'élégance. Elles sont vulgaires. D'une façon, mais tu as l'impression qu'elles sont dans une dépression. Elles portent des gros manteaux, des grosses paires, des chaussures comme ça. Une mode, mais bizarre. Tu te dis, mais waouh. Mais on va dans quel monde? On est dans un monde fourre-tout. Et dans ce monde fourre-tout là, où est la place de la femme? Vous qui m'écoutez, mes frères et sœurs. La place de la femme est où dans ce monde fourre-tout? C'est-à-dire, des combats qui ont été mêlés pour pouvoir, pour le droit de la femme. Dans ce monde où, c'est vrai, les violences conjugales, les femmes sont battues, les femmes sont battues d'une manière, on parle de féminicide. Je prends un exemple. Féminicide, les hommes qui vont jusqu'à battre la femme, jusqu'à l'assassiner. Aujourd'hui même encore, il y en a eu en France. Ce monde perturbé, on est en train d'amener les jeunes enfants, on est en train de les formater dans un monde avec eux-mêmes, ce n'est même plus perturbé, ils sont paumés. Il n'y a pas de repères, il n'y a pas de référence. On dit qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent changer de corps comme ils changent de slip. Ceux-là, demain, là, ils seront quoi dans la société et nous, les femmes, seront quoi dans la société? Donc ça veut dire que le 8 mars, là, ça ne va plus exister. Puisque ça n'a pas lieu d'être. Il y a tellement de sujets. C'est pour ça que j'ai commencé, je dis, je suis pour le respect de la différence des sexes.
Différence des sexes. Je suis pour ce respect. Moi, je respecte la différence des sexes. Oui, parce que la différence des sexes, c'est vrai. On ne peut pas nier qu'il n'y a pas de différence de sexe. On ne peut pas dire à un enfant que non, tu n'es pas né homme, tu n'es pas né femme, mais tu deviens. Parce que c'est la société qui t'a formaté. C'est vous qui avez un problème. La société, donc la société va formater une femme pour avoir ses menstrues. Dites-moi. Quand la femme elle a ses menstrues, là, c'est la société qui la formate pour avoir ses menstrues ou c'est la nature elle-même? Est-ce que c'est la société ou c'est la nature? Donc on est femme, on est homme. On peut ne pas se sentir bien dans le corps d'une femme. Pour dire, moi je n'aime pas porter les robes, j'ai envie de porter des pantalons. Ou bien je n'ai pas envie de porter des pantalons, j'ai envie de porter des jupes comme des femmes. On peut se sentir dans le corps de quelqu'un d'autre. Mais on n'est pas quelqu'un d'autre. Tu vas voir ce que je veux dire? On n'est pas, on n'est pas quelqu'un d'autre. On est femme, on est homme. Et cette différence qui nous permet de vivre dans une société et de travailler pour que la société soit équitable. On se respecte mutuellement, on respecte le choix des uns et des autres, mais de grâce, il ne faut pas bafouer l'image de la femme. Il ne faut pas dégrader l'image de la femme. Il ne faut pas banaliser ce que la femme est. Parce que c'est un combat de longue haleine, le droit des femmes. Maintenant, si aujourd'hui, ce combat que nos aînés ont mené, que des femmes ont mené, des luttes qu'ils ont menées, pour que la femme soit reconnue de la société, pour que la femme ait cette dignité, c'est du jour au lendemain pour des questions de plaisir et de loisirs, de choix sexuels. On doit banaliser ça. Je ne sais pas pourquoi on a fait tout ce combat. Et pourquoi cette journée, elle existe. Le droit des femmes. Moi, ce sont des interrogations. Je n'ai rien contre la sexualité des X ou Y. Chacun est libre de vivre sa sexualité. Chacun est libre de choisir son orientation. Mais je dis, l'orientation des uns des autres ne doit pas banaliser ce que la femme elle est, ce que nous représentons en tant que femmes. Nous sommes des femmes. Nous sommes des mères. On ne doit pas banaliser ce que nous sommes. Parce que dit que il faut effacer le droit des femmes et puis dire le droit des gens. Quels gens? Nous sommes des femmes. Vous êtes des hommes. Vous êtes des hommes. Nous sommes des femmes. Vraiment, je vais dire, appeler. Vous voyez, les Occidentaux ont fini de construire leur Occident. Ils ont tout construit. Ils ont tellement construit qu'ils finissent par s'ennuyer. Il n'y a plus rien à construire. Donc, ça les amuse de déconstruire ce qu'ils ont construit. Ça les amuse. Parce qu'ils n'ont plus rien à faire. Ils ont tout construit. Ils ont fait ce qu'il y a à faire. Ils ont fait toutes les réformes. Souvent, ils sont en train de défaire les réformes. Ils ont fait toutes les réformes. Réformes de santé, réformes sociales, logements sociaux. Ils ont fait les ponts. Ils ont fait les routes. Ils ont fait les loisirs. Ils ont tout fait. Bon. Ils ont tellement tout fait que... Et ils se disent, bon, il faut qu'on s'occupe. Donc, certains s'amusent à déconstruire ce qu'ils ont fait. À déconstruire ce qu'ils ont fait. Mais nous, en Afrique, on a fait quoi? Et puis on va déconstruire. On a fait quoi? Est-ce qu'on est arrivé même à leur niveau de développement? Et puis nous, on va venir déconstruire. Donc, ça veut dire qu'on peut prendre ce que les gens ont fait de bon, copier sur ce qui est bien, pour faire bien. Mais surtout, on doit prendre sur ce qu'ils sont en train de déconstruire, pour dire que oui, comme ils ont déconstruit, on n'a qu'à déconstruire. On n'a rien construit encore, donc on déconstruit quoi? On est en train de se foutre dans une merde. Il faudrait que, dans cette journée des droits de la femme, après même cette journée, qu'on puisse penser, on puisse avoir des colloques de réflexion, des tables rondes, pour poser des vrais sujets de société. Aujourd'hui, nos sociétés sont dispersées. La jeunesse, mais la femme aujourd'hui n'a aucune valeur dans notre société. Avec l'avènement des réseaux sociaux, là, c'est le top. Nos femmes africaines sont presque dénudées, elles sont en poil, elles sont nues. Elles sont sans saveur, sans rien, à tel point qu'elles sont obligées même. C'est-à-dire que les femmes s'empiffent de chirurgie pour se sentir bien dans la tête, tellement qu'elles se sont
dénudées. Nos femmes sont perturbées. Les femmes africaines sont... Quand on regarde les réseaux sociaux, on comprend que les femmes africaines sont beaucoup perturbées. Quand on regarde leur comportement, leur manière, comment elles sont, on sait que c'est des femmes. L'Afrique aujourd'hui, ce sont des sociétés perturbées parce qu'ils ne savent pas où se situer. Il n'y a pas d'orientation réelle. Elles n'ont pas de repères. Elles-mêmes n'ont pas de repères. Donc, la journée internationale des droits de la femme, le 8 mars, on doit mettre au cœur du 8 mars l'éducation de la jeune fille. C'est par l'éducation que nous allons réussir à avoir une société stable. Je parlais de ces questions, sans rentrer dans trop de détails, parce que ce sont des problématiques. Ce sont des problématiques. La jeune fille au cœur de la journée, l'éducation de la jeune fille. L'éducation de la jeune fille. Quand on parle d'émancipation, les gens confondent l'émancipation. L'émancipation, ce n'est pas de venir fumer la drogue pour dire que je fume la drogue, je suis émancipé. Non. L'émancipation, c'est apprendre, de cultiver. Quand on parle de Lala, du côté de l'Algérie, cette femme, Lala, on dit une jeune fille de 20 ans éduquée, issue d'une famille lettrée. On n'a pas dit illettrée, on dit éduquée, issue d'une famille lettrée. Si en 1830, Lala est éduquée, pourquoi en 2023, nous, nos jeunes filles ne sont pas éduquées? Si en 1830, Lala est éduquée, pourquoi en 2023, nous, nos jeunes filles ne sont pas éduquées? Le retard de l'Afrique dont je parle, il est intellectuel et mental. L'éducation de la jeune fille doit être au cœur de nos préoccupations. Quelle jeune fille? Et cette éducation doit passer par les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, quoi qu'on fasse, les réseaux sociaux sont un pouvoir vertical. C'est un contre-pouvoir comme c'est un pouvoir. Il faut réglementer les réseaux sociaux et il faut être ferme là-dessus. Les États africains doivent réglementer les réseaux sociaux. Vous avez la capacité de les réglementer. Pourquoi la Chine réglemente les réseaux sociaux? Pourquoi le Japon réglemente les réseaux? Même aujourd'hui en France, il y a 2 jours, la loi est passée en France. La loi est passée en France. Ils se sont aperçus qu'il y a des gens, quand ils vont laver leurs enfants dans le baignoire, ils font Snap, ils font TikTok, ils mettent sur les réseaux sociaux. Les enfants sont en maillot de bain, mais les enfants jusqu'à 15 ans qui sont presque dénudés, qui sont presque où on montre leur poitrine, leurs fesses là, ça sera primé. La loi est passée en France. Donc à un moment donné, il faut qu'on puisse penser toutes ces choses-là. Pour dire, mais comment on organise notre société? Si au début du XVIIIe siècle, les femmes se sont levées pour essayer d'organiser leur société, pourquoi en 2023, où nous avons cette liberté-là aujourd'hui, cette force-là aujourd'hui, ce pouvoir de pouvoir faire là, on n'est pas capable d'organiser cette société-là aussi et de mettre les limites qu'il faut. Regardez les réseaux sociaux aujourd'hui. Ce qu'est devenu la femme africaine sur les réseaux sociaux. Quelle est la place de la femme africaine sur les réseaux sociaux? Presque une honte. Presque une honte. Presque une honte. Il n'y a pas de contenu. Si ce n'est pas parler de sexe. Si ce n'est pas parler de sexe. Si ce n'est pas pour s'injurier. Si ce n'est pas pour appeler à des coups d'État. La femme ivoirienne n'a pas de contenu. La femme camerounaise n'a pas de contenu. Elles n'ont rien. Alors là, c'est le top. Il n'y a pas de contenu. La femme africaine, même en général. Rares ceux qui abordent
les sujets de société rares. Tout est un désordre laissé aller. Mais les États africains ont les moyens de mettre fin à ça. Ils reviennent de leurs responsabilités. TikTok et TikTok là, ça appartient aux Chinois. Aucun Chinois ne peut s'amuser à faire ce que les Africains font sur TikTok. Aucun Chinois. Ceux même qui ont créé le TikTok. TikTok, c'est les Chinois qui ont créé TikTok. Donc, en cette journée internationale là, en cette journée là, voilà les sujets qu'on devait mettre au cœur du débat. Et non de coudre les pailles pour venir danser, pour faire journée de la femme, fête de la femme, bonne fête les femmes, bonne fête les femmes. Non, ce n'est pas la fête des femmes. C'est la journée internationale des droits de la femme. C'est une journée dédiée pour penser, pour réfléchir, pour faire des colloques, pour faire des propositions, pour que la femme elle-même puisse apporter des solutions, des réponses, ou faire des propositions sur l'état de la société, sur l'image de la femme. C'est ça cette journée-là aujourd'hui. Mes frères et sœurs, je ne vais pas être plus long que ça. On va se laisser. Pour vous dire, je voulais partager ce moment avec vous. Je reviendrai longuement sur d'autres sujets. J'avais promis faire une vidéo sur le sujet du Mali, je l'ai annoncé. Mais je n'ai pas eu le temps. Et nous sommes aujourd'hui le 8. En ce 8 mars, je ne vais pas parler du Mali. Je voulais mettre placer ce 8 mars, rendre hommage à ces femmes héroïnes de l'histoire de l'Afrique, de l'histoire de l'humanité, de l'histoire des États, de l'histoire des nations. Merci à chacun d'entre vous, merci à vous tous, merci pour ceux qui ont partagé. Je vous dis à très bientôt, peut-être demain, Dieu voulant, on parlera du Mali. Parce que c'est important de parler du Mali, c'est important parce que nos États, vous voyez, tous ces sujets-là, toutes ces problématiques sont des sujets, sont des couches, des nids, des nids, des tensions qui risquent de causer beaucoup de torts et de dégâts à nos différents États. Je pense qu'il est important de continuer de sensibiliser, de parler, d'apporter, d'essayer d'alerter, d'attirer l'attention des pouvoirs publics, des pouvoirs publics, des dirigeants, des gouvernants, et d'essayer de jouer son rôle comme on peut le faire. On ne peut pas faire plus que ce qu'on fait, on ne peut que sensibiliser. Donc continuons la sensibilisation. Je pense qu'un jour, ça payera forcément. C'est vrai que ce n'est pas facile, hein. C'est vrai que ce n'est pas évident. Moi, je suis sûre que de plus en plus d'Africains, d'Africaines commencent à comprendre l'utilité de maintenir, de garantir la paix, la sécurité sur notre continent. C'est important, c'est primordial, c'est vital. Merci à vous tous. À très bientôt. Je vous embrasse. Bisous.